Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes dimanche 28 janvier 2018. Vous faites bien de suivre RTI 1. Voici les titres de ce 13h. Le président Alassane Ouattara est à Addis Abeba pour prendre part au 30e sommet de l'Union africaine. En marge de ce sommet, le chef de l'État a échangé avec plusieurs personnalités, dont le ministre marocain des Affaires étrangères et les présidents bissau-guinéens et togolais, des rencontres pour parler coopération régionale et bilatérale. Nous sommes en 2018 et cette année est décrétée année Félix Houphouët-Boigny, une année au cours de laquelle l'on fera connaître le père de la nation à travers sa vie et ses œuvres. Daniel Kablan-Duncan, le vice-président de la République, était hier à Yamoussoukro à la cérémonie de lancement des festivités. Vous le verrez dans moins de 10 minutes. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui, rentre ce dimanche de mission à l'étranger. Il était à Paris et à Davos en Suisse, sur place, à l'issue de plusieurs audiences portant sur les secteurs de l'économie, l'éducation, l'énergie et la santé. 132 milliards de francs CFA de financement sont annoncés. La communauté internationale s'est réunie du 6 au 17 novembre à Bonn, en Allemagne, pour la COP23 sur le climat. Cette conférence s'est inscrite dans la poursuite de l'action pour concrétiser et développer des outils et mécanismes opérationnels dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. En tant qu'État partie de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, la Côte d'Ivoire a participé à la COP23 avec les parties prenantes nationales pour exprimer sa position au cours des négociations internationales et mobiliser les financements en vue de l'opérationnalisation de sa feuille de route de mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat et de sa stratégie bas carbone. Quel est le bilan de la participation de la Côte d'Ivoire à la COP23? Vous saurez tout à l'heure dans le magazine du dimanche. Nous recevons en plateau M. Richemont Assier, le point focal de la Côte d'Ivoire à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, également négociateur en chef sur le climat. Bonjour M. Assier. Bonjour Hamza Diaby, bonjour chers téléspectateurs. Merci d'être venu. Merci à vous également. On se retrouve tout à l'heure, okay, dans 30 minutes. Merci. Le 30e sommet de l'Union africaine qui a débuté le 22 janvier dernier entre dans sa dernière étape avec l'entrée en scène ce jour des chefs d'État. La poursuite des réformes en cours, la lutte contre la corruption et la politique migratoire sont quelques-uns des sujets au menu de ce rendez-vous solennel qui verra aussi le Guinéen Alpha Condé passer le relais de la présidence tournante de l'organisation panafricaine à son homologue rwandais Paul Kagame. En marge de ce sommet, le président Alassane Ouattara a accordé de nombreuses audiences. Il a échangé notamment avec le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale et les présidents bissau-guinéens et togolais. Et à chaque fois, il a été question de relations de coopération régionale et bilatérale. Les précisions de notre envoyé spécial à Ouattouré. Le président de la République, Alassane Ouattara, dans le cadre des concertations d'avant-sommet, a échangé avec son homologue togolais, Faure Gnassingbé, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO. Des concertations pour harmoniser les points de vue sur les grands sujets d'actualité. L'occasion aussi pour les deux chefs d'État de faire un tour d'horizon des questions liées à l'intégration sous-régionale. Autre personnalité reçue par le président Alassane Ouattara, le président de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz. Le développement des échanges commerciaux dans l'espace CEDEAO et le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau sont entre autres les dossiers abordés au cours de cet entretien. Les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire sont solides. Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porteur d'un message du roi Mohamed VI, est venu le réaffirmer au président Alassane Ouattara. Sa Majesté le Président entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, c'est une relation singulière, c'est un partenariat solide et toutes les occasions sont bonnes pour échanger, pour se concerter, pour coordonner. Et c'était une autre occasion, j'ai eu l'honneur d'écouter les analyses et les conseils de son Excellence par rapport à un certain nombre de questions régionales et continentales. Le chef de la diplomatie marocaine a par ailleurs indiqué que le royaume chérifien entend consolider sa présence en Côte d'Ivoire.
Et vous allez le voir en image sur place en Éthiopie, au siège de l'UA, le président Alassane Ouattara a pris part à une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le chef de l'État et ses pairs de la sous-région ouest-africaine ont évoqué les sujets à l'ordre du jour du 30e sommet de l'Union africaine avant de plancher sur le fonctionnement de la CEDEAO et les mécanismes d'installation du nouveau président de la Commission, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, qui prendra fonction le 1er mars prochain. Ici en Côte d'Ivoire, 2018 a été décrétée l'année Félix Houphouët-Boigny. L'on a célébré hier le 25e anniversaire du décès du père de la nation. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan était à Yamoussoukro pour prendre part à la cérémonie de lancement des festivités qui se dérouleront d'avril à décembre prochain. L'année Félix Houphouët-Boigny a donc pour but de faire connaître le père de la nation à travers sa vie et ses œuvres. On en sait plus avec Sidonie Davila. Les oufouettistes ont décidé. Le top départ de cet événement a été donné à Yamoussoukro, ville symbole parce qu'ayant vu naître celui qu'on nomme le bélier de Yamoussoukro. Célébrer son souvenir nous oblige cependant à tirer toutes les leçons de l'évolution de notre pays depuis sa disparition. Tous les Ivoiriens doivent tirer les leçons de leur passé et de leur présent par un devoir d'inventaire, un devoir de repentance et un devoir de mémoire. L'année Félix Houphouët-Boigny va mettre en lumière la vie politique et l'action historique du bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Chaque mois de l'année permettra d'aborder un aspect spécifique de sa vie. Pour le RDR et le PDCI, les ténors du RHDP, la célébration de l'amour et la paix, les valeurs de Félix Houphouët-Boigny engagent à la fidélité de l'héritage du sage. Houphouët-Boigny est parti. Et nous, Ivoiriens, qu'avons-nous fait de son héritage? Nous nous sommes déchirés. C'est à l'honneur des présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara d'avoir initié la réconciliation et le rassemblement des enfants idéologiques de Félix Houphouët-Boigny en construisant une plateforme de rassemblement qui a permis aux Ivoiriens d'avoir une perspective de sortie de la longue crise sociopolitique. Le président Henri Konan Bédié me charge de dire au président Alassane Ouattara qu'il est déterminé à œuvrer de concert pour renforcer et consolider toute initiative et toute action en faveur de la paix et de la cohésion nationale dans notre pays. L'année Félix Houphouët-Boigny est une initiative de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, créée par le premier président de la Côte d'Ivoire. L'événement réjouit au plus haut niveau. Venu représenter le président Alassane Ouattara, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a rappelé les nombreux acquis de la vie de Félix Houphouët-Boigny. Alors, jeune médecin, a mené une lutte acharnée mais pacifique contre le travail forcé en Afrique de l'Ouest. Il en obtiendra la suppression le 11 avril 1946, avec l'adoption par l'Assemblée nationale française de la loi dite loi Houphouët-Boigny. Après plusieurs années de lutte, le président Houphouët-Boigny eut le grand bonheur de proclamer le 7 août 1960 l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Cette proclamation sera à la fois le premier acte fondateur de la Côte d'Ivoire libre et l'un des ferments du lien intangible entre le président Houphouët-Boigny et le peuple ivoirien. Elle marquera aussi la naissance de cet attachement fusionnel entre un jeune pays à construire et un homme d'État aux qualités exceptionnelles. Les nombreux et ambitieux projets réalisés sous son égide ont hissé le pays, notre pays, la Côte d'Ivoire, au rang de locomotive économique de la sous-région ouest-africaine. L'exposition photo qui retrace la vie du bâtisseur a été ouverte par Daniel Kablan-Duncan. L'année Félix Houphouët-Boigny s'achève en 2018. Pour les invités, notamment les jeunes présents, ont pris plaisir à redécouvrir Félix Houphouët-Boigny pour certains et pour d'autres à le connaître, mais également à l'entendre.
quand je vois mon frère pleurer, au lieu de m'asseoir à côté de lui et pleurer avec lui, ça ne me soulagera pas. Je préfère agir, je mettrai le temps qu'il faut, agir de telle sorte qu'il n'ait plus à pleurer. Reportage signé Sidonie Davila. Le Premier ministre, lui, est depuis quelques jours en mission hors du pays, mission qu'il a conduit en France et en Suisse. À Paris, Amadou Gon Coulibaly a été reçu vendredi à Matignon. Il s'est agi là de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Le compte-rendu d'Adama Koné, notre envoyé spécial sur place. Séjour français très diplomatique pour le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Ce vendredi, en début d'après-midi, il était à l'hôtel Matignon, après la visite effectuée le mercredi dernier au Quai d'Orsay. Le Premier ministre et son homologue français, Édouard Philippe, ont passé en revue l'état de la coopération entre les deux pays. Des dossiers comme celui du métro d'Abidjan et la question de l'immigration ont fait l'objet de leur entretien, qui a duré 30 minutes. À Matignon, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était accompagné des ministres de l'économie et des finances, Adama Koné, et des infrastructures économiques, Amédée Kwaku Kofi, et du conseiller spécial du président de la République, Abdraman Sissé. Et à suivre, avant l'étape de Paris, Amadou Gon Coulibaly a accordé plusieurs audiences à Davos en Suisse. Au cœur de ces échanges, l'économie, l'éducation, l'énergie et la santé. Et la moisson a été bonne. 132 milliards de francs CFA de financement sont annoncés. On reste avec Adama Koné. Le séjour en Suisse du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été réchauffé par la qualité des rencontres qu'il a eues en marge du Forum économique mondial de Davos. Tony Blair, Gordon Brown, d'un ancien Premier ministre à un autre, la Côte d'Ivoire a joué la carte de l'économie et de l'éducation. Et d'abord saluer les efforts de la Côte d'Ivoire, qui est un des pays qui a le plus consacré d'efforts et de moyens à l'éducation, à tous les niveaux, éducation primaire et secondaire, l'idée d'apporter l'éducation à tous les enfants de Côte d'Ivoire. Et donc l'objectif de la réunion de ce matin était de voir comment contribuer à cet effort exemplaire en Afrique. L'ancien Premier ministre britannique met à la disposition de la Côte d'Ivoire un moyen de financement innovant et pour cause. La Côte d'Ivoire consacre déjà énormément de moyens à l'éducation, à peu près 5% de son produit national brut, de la richesse produite chaque année, 22% de ses dépenses publiques, c'est déjà important. Nous pensons, et le gouvernement avec, que la Côte d'Ivoire doit continuer cet effort, l'augmenter, et la communauté internationale doit et va accompagner cet effort. C'est de voir concrètement comment travailler ensemble pour supporter cette trajectoire d'augmentation des moyens en faveur de l'éducation, de voir très pratiquement et très rapidement comment mobiliser l'aide internationale de manière innovante et réelle, on parle vraiment d'argent réel, pour accompagner ce mouvement. Il y a déjà 3 ans que le Premier ministre Gordon Brown avait rencontré le chef de l'État et avait lancé cette initiative au niveau international pour accompagner notre pays et d'autres pays africains par rapport à la question de l'éducation. Et la semaine dernière, il a rencontré M. Badré, des discussions ont eu sur ce thème également et nous avons continué à approfondir cela ici. Et je note là que de manière concrète, nous allons mettre en place une équipe commune pour travailler pour que ce financement international puisse venir le plus rapidement possible. Et les engagements qui sont ceux qui relèvent de la Côte d'Ivoire, nous avons indiqué que nous sommes prêts à les faire et qui correspondent totalement aux orientations qui ont été données par le président. Connu dans le secteur de l'électricité, le groupe Philips développe une autre expertise, la santé. Il affiche ses ambitions en Côte d'Ivoire. Comment on peut aider vous à améliorer le système santé au niveau de premier contact dans la commune, où il est très important, selon le président et nous aussi, nous sommes d'accord, d'améliorer la situation là, pour donner accès à la service santé dans une distance de moins de 5 km. Et puis aussi au niveau de l'hôpital universitaire, de donner un service qui est au niveau mondial, de qualité qu'on a besoin et de faire ça dans une période très ambitieuse d'une douzaine, 18 mois. Santé et énergie, c'est aussi l'axe de coopération du groupe Siemens.
Il s'agit d'un projet entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne qui a été signé à Berlin l'année dernière. Et dans ce contexte, nous avons échangé avec le Premier ministre sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de ce projet. Moi-même, je me rendrai en Côte d'Ivoire au mois de février. Nous allons continuer à examiner et voir si nous suivons les objectifs qui relèvent de cet accord qui a été signé à Berlin. 200 millions d'euros, soit 132 milliards de francs CFA, montant chiffré de cette coopération. Le gouvernement allemand va apporter 100 millions et Siemens va apporter 100 millions d'euros. Le Premier ministre a également reçu le conseiller fédéral suisse Schneider Ammann avant de quitter la Suisse. Rendez-vous fin janvier 2019 pour le 49e Forum économique mondial de Davos. De retour ici en Côte d'Ivoire, l'atelier de validation du rapport de l'examen stratégique fin zéro s'est refermé vendredi à l'auditorium de la primature. Une rencontre organisée par le secrétariat technique permanent du Conseil national pour la nutrition en vue de mettre en œuvre une stratégie pour vaincre définitivement la faim en Côte d'Ivoire. Plusieurs recommandations ont été faites au terme de cet atelier pour atteindre l'objectif fin zéro dans toutes les régions du pays d'ici à 2030. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. 3 jours de réflexion pour mettre en œuvre la stratégie fin zéro en Côte d'Ivoire. Corps préfectoral, société civile, secteur privé, partenaires financiers et techniques, tous ont été mis à contribution au cours de ces échanges avec un seul objectif, éradiquer définitivement la faim dans toutes les régions du pays d'ici à 2030. Quand chaque fille, chaque garçon, chaque femme, chaque homme a accès à l'alimentation 3 fois par jour, alimentation équilibre, alimentation saine, ça c'est un moment que la faim est éliminée. La situation nutritionnelle de la Côte d'Ivoire reste préoccupante. Le vrai problème de l'insécurité alimentaire, c'est précisément l'accès aux aliments qui pose réellement un problème parce que la disponibilité est satisfaite sur le territoire par la production et les importations. Mais le problème, c'est l'accessibilité. Donc, il y a encore 9% des ménages qui sont en insécurité alimentaire qui n'ont pas accès à ces aliments. L'examen stratégique fin zéro, adopté par la Côte d'Ivoire, vise à garantir la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et à promouvoir une agriculture durable. Nous avons obtenu des engagements de contribution sous formes diverses, dont près de l'ordre de 400 milliards de francs CFA. Ce sont des annonces, mais il nous faut travailler pour concrétiser ces annonces-là en termes de projets à mettre en œuvre sur le terrain avec le financement des différents contributeurs. La Banque mondiale a approuvé déjà un financement de 32 milliards de francs CFA pour soutenir les efforts entrepris par le gouvernement ivoirien en vue d'améliorer la nutrition. Et justement, parlant de lutte contre la faim, rendons-nous à Agnibilekro, cette zone de grande production avicole qui est en proie à un phénomène. Depuis 2 mois environ, les éleveurs font face à de nombreux cas de décès de volailles constatés dans plusieurs fermes. Et si la rumeur faisait état de grippe aviaire, heureusement, il n'en est rien. Après avoir mené des investigations, la direction départementale des ressources animales et halieutiques annonce que ces morts subites sont le résultat de maladies liées au vent sec de l'Armatan. Moussa Konaté, de retour d'Agnibilekro. Sous ses yeux, cet éleveur voit une de ses pondeuses agonisant. D'autres poules malades dans cette ferme, à Assikasso, située à 5 km d'Agnibilekro, sont éloignées des cages. Vous voyez ce poulet par exemple, il a atteint de la peste. Donc il faut l'isoler pour l'égorger, pour ne pas que ça contamine les autres poulets en cage. Depuis le mois de novembre à ce jour, Agnibilekro, zone de grande production avicole, enregistre une forte mortalité de poulets. Dans les fermes, installées pour la plupart hors de la ville, de nombreux cas sont signalés, dus à des maladies de volailles causées par le vent sec de l'Harmattan. Avec l'Harmattan, je ne mange pas bien, parce que là, il y a le brouillard qui les fatigue. Ici, par exemple, nous sommes, voilà, la poussière, ici, nous sommes dans une zone où il y a de l'eau autour de nous. En plus de l'eau, il y a des champs de teck et véa, des champs d'anacade. Ça fait que la fraîcheur est très forte. Donc quand on sort à 2 h du matin pour allumer nos lumières, pendant 30 minutes, nos sujets sont encore regroupés. Voilà. Elles ne commencent à manger qu'à partir de 3 h. Et c'est à partir de 6 h, voilà, qu'elles s'alimentent très bien. Voilà, c'est ce ralentissement qui est dangereux. Dans la ville, c'est l'inquiétude.
Les populations craignent le pire. Mais la direction départementale des ressources animales et halieutiques rassure, il ne s'agit pas de grippe aviaire. Chaque année, nous avons des mortalités à cause du vent. Et cette année, ça n'a pas échappé, c'est la même, pratiquement, c'est la même pratique. Et donc, les mortalités aujourd'hui, c'est ce que je dis, ce n'est pas des mortalités qui sont dues à une autre maladie. C'est des maladies chroniques, des respiratoires chroniques, voilà, qui s'est répandu à cause de la mauvaise pratique des biofuels. Non, ce n'est pas la grippe aviaire, parce que pour le moment, tous les tests qui ont été faits, il n'y a pas eu de cas. Rien n'a été confirmé. À l'heure actuelle, on note une forte baisse des cas de poulets malades grâce aux actions de l'équipe de surveillance mise sur pied pour assurer le contrôle dans les fermes et dans les marchés. L'accent est mis sur les mesures d'hygiène. Et comme la biosécurité n'est pas de mise, à Nibilé, on a un problème de biosécurité, les élevages ne sont pas sécurisés. Et on a beau donner des conseils aux éleveurs, mais la biosécurité n'est pas suivie. Et c'est ce qui fait que pendant les fêtes, il y a des commerçants qui viennent pour acheter de la volaille, pour acheter des œufs, et ils tournent sur les mêmes élevages. Ça dit un éleveur qui vient, un client qui vient pour acheter de la volaille, s'il a bien de 3000 volailles, il va tourner sur plusieurs élevages pour pouvoir collecter ce dont il a besoin pour pouvoir aller vendre. Pendant qu'il sillonne les élevages, il n'y a aucune mesure de biosécurité. Donc s'il prend une maladie dans la ferme A, il va la propager un peu partout. L'élevage de poulets demeure la principale activité dans cette localité de l'Est de la Côte d'Ivoire. Plus de 450 fermes sont recensées et exercent officiellement. La direction départementale des ressources animales et halieutiques précise, la volaille provenant de la zone de production d'Agnibilé-Krou est saine et consommable sans aucun danger. Outre cette maladie des volailles, la Côte d'Ivoire accentue également la lutte contre le paludisme et la présidence américaine se tient à ses côtés. Le PMI, Fonds présidentiel américain, va octroyer au pays 12,5 milliards de francs CFA courant 2018. L'information a été donnée récemment par le Programme national de lutte contre le paludisme au cours d'une réunion bilan ici même à Abidjan, rencontre à laquelle ont pris part tous les acteurs et partenaires de la lutte contre le paludisme. Delphine Blas y était aussi pour RTI 1. En 2017, en plus de la campagne de démoustication, le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, a sillonné les 71 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire pour sensibiliser les populations sur les comportements à avoir pour éviter le paludisme. 2 grandes actions ont retombé positives. De 4 millions de cas de paludisme en 2016, on est passé à 3 millions de cas et 2018 s'annonce encore radieux. Surtout qu'en plus du Fonds mondial et des partenaires habituels, la présidence des États-Unis va apporter directement son appui financier. En dehors du Fonds mondial qui nous appuie jusqu'à aujourd'hui, nous venons d'avoir aussi le financement du Fonds présidentiel américain qu'on appelle PMI. PMI donne 25 millions de dollars pour l'année 2018. En plus de la distribution gratuite du traitement antipalustre aux femmes enceintes et la moustiquaire imprégnée aux enfants, la lutte contre le paludisme va prendre en charge gratuitement les maladies intégrées de l'enfant. Avec ces 2 partenaires, nous allons passer à échelle et surtout la prise en charge des maladies intégrées de l'enfant. C'est-à-dire la prise en charge de la diarrhée, de la pneumonie et du paludisme. Cette année aussi, pour maximiser la lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique entend travailler en collaboration avec des ministères comme celui en charge de la salubrité. Rappelons que cet atelier bilan du PNLP a réuni pendant 3 jours ministère de la Santé, sous-bénéficiaires ainsi que les partenaires à la lutte contre le paludisme. Tout à fait autre chose. La caravane initiée par l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire en partenariat avec l'ANSUT, c'est fini. Débutée le 4 janvier dernier, cette caravane dénommée Blog Camp 2018 a sillonné 5 villes du pays et San Pedro a constitué la dernière étape. Suivons la correspondance de Sam Conan. La salle du centre culturel s'est avérée exiguë pour l'étape de San Pedro. L'Agence nationale du service universel des télécommunications et l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire attendaient 200 personnes. Plus de 800 se sont présentés à l'école du blog et d'initiation à l'usage des TIC pour la production de contenus locaux. La caravane Blog Camp 2018 suscite beaucoup d'intérêt pour ce qu'elle apporte. Je ressors vraiment avec beaucoup de connaissances grâce au personnel bandit qui me permet
de me montrer sur Internet, de vendre mon image positivement, de gérer mon réseau. Durant 3 semaines, la caravane a permis aux populations de connaître les technologies de l'information et de la communication, de les utiliser de façon efficiente et valorisante. En 2018, on aura une centaine de services en ligne. Le challenge en réalité, ce n'est pas les aspects techniques, mais c'est plutôt les aspects consommation de services, la conduite du changement, l'appropriation des services par les citoyens. C'est en ce sens que le Bloc Camp ici est très très important. Vu l'engouement qu'a suscité cette caravane, les organisateurs entendent remettre le couvert. Venons-en maintenant à cette question. Comment les gardiens de la tradition doivent-ils œuvrer à consolider la paix sociale? La question était au centre d'une rencontre de réflexion qui a eu lieu récemment à Yamoussoukro. Réunion organisée par la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Les membres du directoire entendent ainsi mieux définir le rôle social des têtes couronnées. Ce fut l'occasion pour l'institution de mettre au point son plan stratégique triennal 2018-2020. Mahama Traoré a assisté à la réunion pour RTI 1, son compte rendu. Litige familial, conflits fonciers, querelles conjugales. En milieu rural, le dénouement de telles affaires est très souvent soumis au jugement des autorités coutumières, que sont les rois et chefs traditionnels. Ces agents de paix sont désormais reconnus par la loi avec la création par l'État en juillet 2014 de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Si les moyens d'action ont été renforcés, les gardiens de la tradition doivent toujours faire preuve de neutralité, selon le président du directoire de cette institution. La neutralité est une valeur cardinale intrinsèque au bon fonctionnement de la chefferie traditionnelle et qui fait que le roi ou le chef traditionnel ne peut pas à la fois être juge et partie. Ceci étant, le juge doit prononcer des jugements mais en toute neutralité. Voici pourquoi il est important pour le roi ou le chef traditionnel de ne pas se tromper et encore plus de ne pas tromper les autres. Tout le monde devrait donc être rassuré. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels ne présente aucun danger pour notre société. Elle est bien au contraire une chance pour notre pays en matière de cohésion sociale, de paix durable et de réconciliation vraie. Et pour y parvenir, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels vient de mettre au point un plan stratégique triennal 2018-2020 et une charte de déontologie et d'orientation. L'effort fait d'efforts et la récompense est au bout. Les journalistes lauréats de la 19e édition du prix Ebony viennent de recevoir leur prix. Le meilleur d'entre eux s'appelle Pargasoro Kone, journaliste à la RTI. Il est Super Ebony 2017 et c'est tout naturellement qu'il a reçu le lot le plus important, composé entre autres d'un véhicule neuf et de 2 terrains nus. Ses collègues Didier Nguessan et Issa Chonayeo lui ont tendu le micro. Une voiture offerte à la radiodiffusion-télévision ivoirienne, RTI. C'est le premier prix remis à Kone Pargasoro, Sacré Super Ebony 2017 à la 19e édition du prix Ebony. C'était vendredi dernier à la Maison de la Presse au Plateau, lors d'une cérémonie de remise de prix aux différents lauréats de ce concours. C'est maintenant que le travail commence. On va s'armer de courage, mettre en notre possession la conviction, et essayer de prouver que le jury ne s'est pas trompé et dire également à tous ceux qui veulent embrasser ce métier de journalisme-là que le métier, ce n'est pas facile, mais avec la volonté, avec l'abnégation, on peut réussir, on peut atteindre ses objectifs. Le meilleur journaliste ivoirien reçoit également un terrain viabilisé d'une valeur de 10 millions de francs CFA à Abidjan et un autre de 3000 m² à Tafiré, un ordinateur dernière génération et 2 enveloppes d'un montant total d'1 200 000 francs CFA. Les lauréats de chacun des 10 prix sectoriels ont aussi été récompensés avec 200 000 francs CFA, un ordinateur, un dictaphone et un appareil photo numérique. Content d'avoir pu en 2 années consécutives avoir un prix Ebony, ce qui n'est pas toujours donné. J'espère pour les années à venir donner davantage pour un jour aussi arriver à être Super Ebony et c'est dans cette perspective que je vais travailler. Pour être éligible au Super Ebony,
les candidats doivent produire 3 interviews, 3 enquêtes ou dossiers et 3 reportages. Voilà qui nous conduit directement au magazine du dimanche et notre invité est déjà installé. Monsieur Richemont Assier, point focal de la Côte d'Ivoire à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Monsieur Assier, bienvenue sur notre plateau. Oui, merci. D'accord, dites-nous déjà, qu'est-ce que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques? Et bien sûr, la conférence des parties aussi sur le climat. Alors, merci beaucoup. Je voudrais, avant tout propos, m'accréditer d'un très agréable devoir, celui de vous transmettre les remerciements de Mme Anne-Désirée Loto, ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler donc des changements climatiques en général, mais surtout de la COP 23 en particulier. Alors, pour revenir à la question, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est, si vous voulez, la première réponse onusienne qui, pour la première fois, permet de réfléchir sur les causes réelles du climat et également comment pouvoir y remédier. Elle a été adoptée le 9 mai 1992 à New York, au siège des Nations Unies, et compte aujourd'hui 196 parties, plus l'Union européenne, donc 17 États qui participent aux négociations. Et donc, elle a pour objectif particulier d'abord discuter sur 3 points, selon 3 principes spécifiques. Le premier, c'est celui donc, du principe de précaution, parce qu'il faut pouvoir travailler, certes, en se développant, mais en préservant l'environnement. Le deuxième, c'est le principe de responsabilité commune, mais différenciée, parce que nous sommes tous, certes, responsables de ce qui arrive à la planète aujourd'hui, mais à des titres différenciés. Lorsque vous prenez l'Afrique, par exemple, qui a moins de 4% des émissions mondiales, se retrouve aussi être impliqué dans des actions. Cela veut dire que nous sommes tous responsables, mais à des niveaux différenciés. Et le dernier principe de négociation, c'est surtout le principe du développement qui permet donc à chaque pays d'avoir un accès au développement sans compromettre surtout le fonctionnement de l'environnement. Et c'est cette réunion qui s'appelle la COP, la conférence des parties. Alors effectivement, chaque année, dans le cadre de cette convention, nous nous réunissons donc tous les États parties pour discuter de ce qui est fait au niveau national dans chaque pays, en respect donc aux décisions internationales, mais également de pouvoir savoir quelles sont les orientations que nous adoptons pour essayer de résoudre cette question sur le climat. Alors, voilà. D'accord. À quel stade on est actuellement depuis l'adoption de cette convention? Alors donc depuis 1992, nous sommes rendus compte qu'il y avait plus d'États qui émettaient donc des gaz à effet de serre, et ce sont ces États-là pour lesquels il fallait d'abord s'attaquer. S'attaquer comment? En leur demandant de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et cela a entraîné donc les négociations jusqu'au protocole de Kyoto. Protocole de Kyoto qui donc fixait des niveaux de réduction et qui obligeait les pays les plus pollueurs à pouvoir réduire leur niveau de réduction, de sorte à ce que la planète tout entière puisse faire face à ce qui lui arrive. Dans la France et les États-Unis. Les États-Unis, la Chine et tous ceux qui sont à l'intérieur, même le Canada et les plus gros pays pollueurs. Mais nous nous sommes rendus compte effectivement que le protocole de Kyoto a connu pas le succès qu'on souhaitait, et donc nous sommes dans les négociations dit qu'il fallait prendre le processus inverse. Donc aller cette fois-ci vers des engagements volontaires des différents pays. Et il s'agissait donc pour chacun des pays de dire qu'est-ce qu'ils comptaient faire comme effort de réduction et qu'est-ce qu'ils comptaient faire pour s'adapter au changement climatique. Cela nous a conduit donc à avoir un accord qui est l'accord de Paris sur le climat, aujourd'hui qui est basé sur des contributions volontaires des pays, et donc la mise en œuvre devrait être beaucoup plus faisable que celui du protocole de Kyoto. D'accord, vous venez donc de parler de l'accord de Paris, la COP 21. Oui. Décryptez-nous cet accord-là afin que nous comprenions un peu son contenu. Alors, l'accord de Paris lui-même est pour la première fois l'opportunité à l'humanité de sauver la planète. Pourquoi? Parce que c'est un accord qui avait été longtemps négocié depuis la COP 17, donc jusqu'à ce que nous arrivions à la COP 21, où nous avons pu négocier les textes et qui met l'accent sur plusieurs points particuliers, notamment au niveau de la question de l'atténuation. Atténuation, c'est tout ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Au niveau de l'atténuation, aujourd'hui, l'accord de Paris permet de pouvoir mettre un accent sur les efforts de réduction des pays. Tout à l'heure, nous parlions des efforts volontaires que les pays ont volontairement décidé de faire. Là, ça devient contraignant. Là, ça devient contraignant parce que vous avez volontairement décidé d'atténuer vos émissions de gaz à effet de serre. Personne ne vous a obligé et vous devrez donc vous tenir à vos engagements que vous avez pris volontairement sans contrainte. Là, ça, c'est le volet atténuation. Il y a la partie adaptation au changement climatique. L'adaptation du fait que nous subissons les effets néfastes du climat, il faut pouvoir aujourd'hui s'adapter. Lorsque les pluies sont perturbées, nous n'avons pas à créer des pluies, mais à s'adapter à notre nouveau régime pluvial actuel et tout cela. Et donc, sur cette base-là,
l'accord reconnaît pour la première fois que les pays en développement devraient constituer une priorité en matière d'adaptation au changement climatique, puisque les pays en développement comme l'Afrique, qui émet moins de gaz à effet de serre, environ 4% sur les émissions mondiales, subit fortement les changements climatiques, donc devrait pouvoir bénéficier d'appuis conséquents pour faire face au changement climatique. Il y a ensuite la question du financement, qui est l'un des sujets phares au niveau des négociations. Le financement, pour une première fois, nous sommes parvenus à avoir une cagnotte spécifique qui est mobilisée par les pays développés en faveur des pays en développement. Nous avons jusqu'à 2020, donc depuis l'accord de Paris jusqu'à 2020, pour pouvoir mobiliser 100 milliards de dollars. Donc, que les pays développés doivent mobiliser pour venir en aide aux pays en développement. Ce n'est plus une cagnotte commune. Et ensuite, ces 100 milliards de dollars deviennent une somme planchée à partir de 2020 et doivent être révisés à la hausse à partir de 2025. Donc, l'accord de Paris ouvre la voie vers la possibilité de mobiliser plus de financement pour travailler sur les changements climatiques. Il y a aussi la question de l'ambition. Lorsque vous regardez aujourd'hui, l'augmentation de la planète varie. Et cela, nous devons la limiter, cette augmentation, à 2%, à 2 degrés Celsius d'ici 2100. 2 degrés Celsius, lorsqu'on regarde, ça peut paraître banal. Lorsqu'on prend un être humain normal à 37 degrés Celsius, lorsqu'il a une évaluation de 2 degrés Celsius, il commence à rentrer dans une situation d'hospitalisation. Bien sûr. Donc, dans une situation assez critique. Et donc, regardons donc une augmentation de 2 degrés Celsius pour la planète. Cela pourrait donc engendrer beaucoup de dégâts que nous ne pourrons pas forcément maîtriser. Donc, il faut aller vers un effort d'ambition. Et cette ambition doit être accrue. Parce que nous, pays africains, pays en développement, nous avons décidé de pousser l'ambition un peu plus loin. Parce que lorsque nous regardons 2 degrés Celsius, cela correspond à peu près à 3 à 4 degrés Celsius. Donc, aller vers un effort de 1,5 degrés Celsius. 1,5 degrés Celsius. Oui. Avant de poursuivre notre entretien, je vous propose de suivre cet élément qui nous est proposé par Kraskando. La 23e conférence des partis COP23 sur le climat, tenue du 6 au 17 novembre à Bonn en Allemagne, a vu la participation de plus de 190 pays, dont la Côte d'Ivoire, avec une délégation de 178 personnes. Cette rencontre sur le climat a porté sur les mécanismes de mise en œuvre de l'accord de Paris relatifs à l'atténuation, l'adaptation, le financement, le développement et le transfert de technologies climatiques. L'équipe des négociateurs ivoiriens a participé aux différents travaux. La Côte d'Ivoire était à la COP23 pour la mobilisation des ressources techniques et financières en vue de la mise en œuvre de projets concrets dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Pendant les 12 jours qu'a duré la COP, les activités de la délégation ivoirienne ont été marquées, entre autres, par des side events, des rencontres B2B et des tables rondes. Au niveau des acquis, la Côte d'Ivoire a signé plusieurs accords de coopération et de conventions en vue de l'organisation d'un forum international sur la finance climatique à Abidjan en février et en mars 2018. Ces accords portent aussi sur la préservation et la protection des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, des requins et rapaces, et un accord de partenariat entre l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, le district de Yamoussoukro et le R20 sur le traitement des déchets ménagers. Toutes ces initiatives visent, selon le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, à impulser l'action climatique nationale et à créer des cadres incitatifs à la lutte contre les changements climatiques en Côte d'Ivoire. Alors, M. Assier, dans le cadre de ces négociations internationales, la Côte d'Ivoire a participé à la COP23 qui a eu lieu à Bonn, en Allemagne. Mais avant de parler des résultats obtenus lors de cette 23e conférence des partis, dites-nous un peu quelques mots sur la composition de la délégation ivoirienne, parce qu'on se souvient d'une certaine polémique. Oui. Dites-nous quelque chose. Alors donc, comme je le disais tout à l'heure, les négociations internationales sont une plateforme où il y a à la fois du donner et du recevoir. Et c'est également un endroit où toutes les parties prenantes vont pour discuter de leurs ambitions, de leurs stratégies, vont également pour influencer les négociations internationales en leur faveur. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire, déjà la COP tout entière, la COP 23, a mobilisé à peu près entre 15 et 20 000 participants. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire, il s'agissait pour nous d'aller avec une délégation assez forte, une délégation qui soit composite de tous les secteurs d'activité et qui pourrait donc permettre d'impulser les actions climatiques au niveau national. Lorsque nous regardons le fonctionnement du système des Nations Unies,
pour participer à ce genre de conférence internationale, il faut pouvoir bénéficier d'une accréditation pour dire que votre pays reconnaît que vous pouvez y participer, donc vous donne cet accord de participation. Pour la Côte d'Ivoire, donc, c'était carrément le même principe. Plusieurs réunions de mobilisation, de rencontres, d'échanges avec les parties prenantes nationales se sont tenues ici à Abidjan. Et nous avons reçu à peu près plus de 700 demandes d'accréditation de personnes qui veulent y participer. 700 demandes, ça peut sembler un chiffre assez pléthorique, mais cela montre un peu de tout l'intérêt que les gens veulent participer à leurs propres frais à ce genre de sommets internationaux. Et lorsqu'on regarde un peu au niveau de cette composition, donc il a fallu travailler un peu plus pour essayer de savoir qu'est-ce que ces parties prenantes-là partaient faire au niveau de la COP. Oui. Et donc, Madame le ministre a demandé qu'il y ait plusieurs critères qui soient mis en place, au même titre que les COP un peu passées. Et donc, parmi les critères, il y avait d'abord le fait que vous soyez capable de vous prendre en charge, vous-même financièrement, que vous puissiez donc justifier de votre agenda au niveau de ces réunions internationales, parce qu'il s'agit quand même d'aller défendre l'image de la Côte d'Ivoire à ce genre de réunions-là. Et donc, sur la Côte d'Ivoire, finalement, ce sont à peu près 510 personnes qui ont été accréditées, mais ceux qui ont pu effectuer le voyage, même selon les statistiques du système des Nations Unies, ce sont à peu près 238 personnes, mais la délégation officielle même de la Côte d'Ivoire qui était présente sur le stand de la Côte d'Ivoire était de 178 personnes, composées un peu de, par exemple, les institutions de la République avec à peu près 5%. Il y avait également l'administration publique qui avait un peu plus de 30% en termes de participants. Il y avait aussi les collectivités territoriales avec 17%. Il y avait également le secteur privé qui allait avec à peu près 13%. Et même les médias et la société civile qui avaient à peu près 35% de participation. D'accord. Et alors, dites-nous maintenant, qu'est-ce qui a meublé effectivement l'agenda de la délégation ivoirienne sur place? Alors, ce qui a meublé surtout l'agenda, il faut dire que le focus de la participation de la Côte d'Ivoire était surtout d'aller rechercher des financements, donc aller à la recherche d'actions concrètes et de s'inscrire dans des initiatives internationales qui nous permettraient d'impulser l'action climatique au niveau national. Ainsi, donc, il y a eu, le gouvernement a mis à la disposition de la délégation ivoirienne un stand de 100 mètres carrés, a mis également plusieurs salles de réunion à notre disposition pour que nous puissions avoir des rencontres et des séances de travail. Et il y a eu directement plusieurs conventions qui ont été signées, des conventions pour sauver les espèces migratrices, notamment les requins et les rapaces. Il y a eu également des conventions qui ont été signées pour pouvoir développer des projets au niveau national et même des accords avec les collectivités territoriales qui ont signé plusieurs conventions et plusieurs fonds de financement. Il y a eu l'inscription de la Côte d'Ivoire dans plusieurs initiatives internationales afin d'avoir cette visibilité que la Côte d'Ivoire recherche au niveau international. Et vous parlez de financement alors que les financements manquent toujours à l'appel, oui. Notamment les projets d'adaptation. Comment vous interprétez cette situation? Alors, principalement, la question des financements est une question qui est assez épineuse durant les négociations. Nous sommes tous dans une situation où la planète est en difficulté et en danger, mais comme je vous le disais, la responsabilité est commune, mais certes différenciée. Alors il faut que les plus gros pollueurs décident de mettre la main à la poche pour pouvoir sortir de l'argent pour que les pays en développement puissent aussi faire face à ce genre de situation. Qui subissent les effets néfastes des changements climatiques. Et donc dans cette même synergie, il y a donc cette problématique de financement qui est toujours au cœur des négociations. Mais le financement existe aussi au niveau international, notamment le Fonds vert pour le climat qui mobilise 100 milliards de dollars pour les pays en développement. Cela peut sembler assez énorme comme fonds, mais on voit que les financements d'adaptation sont estimés autour de 540 milliards de dollars pour le monde entier, pour les pays en développement. Et donc, tous ces financements qui existent déjà, qui sont disponibles, il faudrait pouvoir renforcer les capacités des parties prenantes au niveau national, donc multiplier les rencontres, les formations, les sessions d'échange pour pouvoir développer des stratégies et mobiliser ces financements. Et donc, c'est dans cette même logique que nous avons pu, au cours aussi de la COP23, avoir à mobiliser plusieurs financements, notamment sur des renforcements des capacités à hauteur de plusieurs millions de dollars, et même sur la préparation à l'accès au financement, sur le développement des transferts de technologies, et cela augure vraiment de bonnes perspectives. D'accord, et dites-nous, en Côte d'Ivoire, ici, quels sont les secteurs les plus affectés par les changements climatiques? Alors exactement, en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs secteurs qui sont fortement affectés. Nous avons identifié 11 secteurs qui sont vulnérables. Parmi ces 11 secteurs, il y en a 6 qui sont à forte vulnérabilité, et il y en a 5 qui sont à vulnérabilité moyenne ou faible. Et c'est une évaluation qui a été faite depuis 2015, donc qui devra être mise à jour à mesure que nous avançons. Et donc, parmi ces secteurs qui sont à forte vulnérabilité, nous avons l'agriculture,
qui souffre énormément des changements climatiques, avec ces perturbations de pluie, ces vents secs et ces sécheresses. Il y a également aussi tout ce qui est l'utilisation des terres, la répartition des charges sur les pressions sur les terres. Il y a aussi la pêche, il y a également les secteurs de l'énergie qui est basé sur l'hydrologie, les ressources en eau. Et tous ces points-là sont donc des points assez critiques sur lesquels il faut que nous mettions l'accent. D'accord, je suppose que le pays s'organise efficacement face à cette situation. Mais après cette COP23, il y a eu également le sommet One Planet. Exactement. Pourquoi ce sommet en plus? Alors, la COP21, comme je le disais tout à l'heure, s'est soldée par un accord qui était historique. Pour la première fois, tous les pays se sont entendus à sortir quelque chose. Et donc cet accord-là permettait donc 2 ans après de fêter l'anniversaire de l'accord de Paris et donc d'impulser cette nouvelle dynamique à cet accord qui est vraiment une issue favorable pour la planète. D'accord. Et puis on note également le retrait des États-Unis. On suppose que c'est un problème. Ça pourrait être un problème. Mais en même temps, regardons sous un autre angle. Nous avons adopté l'accord de Paris en 2015. Et là, ensuite, avec le retrait des États-Unis, ce n'est pas véritablement un retrait parce qu'en même temps que les États-Unis donc, annoncent politiquement un retrait, qui, selon la Convention, devrait pouvoir intervenir au plus tard le 4 novembre 2020, donc cela nous donne encore quelques temps avant les élections américaines, même d'ailleurs, juste avant les élections américaines, donc de pouvoir réfléchir, de retravailler sur la question. Et le secteur privé américain, qui était avant récalcitrant, a repris le sens inverse et donc a décidé d'engager plusieurs millions de dollars, notamment Apple, le même Google et même la plupart des entreprises. Merci, M. Richemont Assier, qui a beaucoup à dire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le point focal de la Côte d'Ivoire à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, également négociateur en chef sur le climat. Et vous étiez sur notre plateau pour nous dresser le bilan de la COP 23, bilan et perspective. Merci encore d'être venu. La fin de cet entretien met également un terme à ce journal que j'ai eu grand plaisir à vous présenter. Bon dimanche chez vous et à demain 13h.